Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. On va retourner vers Harold, quelques minutes plus tôt. Dane lui fait signe de le suivre et longe du coup le mur de la sacristie. Visiblement, il sait où il va et très rapidement, vous arrivez sur un parking qui se trouvait de l'autre côté tout à fait du bâtiment et vous voyez qu'il y a une camionnette noire qui est en train d'attendre, garée sur le parking, du coup fermée, il y a l'air d'avoir personne à l'intérieur. Et Dane va faire signe à Harold de se positionner en embuscade, du coup. Il lui dit simplement il devrait pas tarder. C'est peut-être notre seule chance. Il ne devrait pas tarder. Les responsables. Vous auriez un nom à me donner pour que je puisse les identifier ? Je sais pas, c'est vous, la créature de la nuit, qui côtoie ce genre de personnes. Moi, c'est pas vraiment mes amis. Je me poste en attendant qu'ils arrivent. Harold, c'est le bon petit soldat, il va se faire recruter par Sullivan Dane pour faire le second couteau. Et lui, il se poste où ? À côté de moi ? Alors, tu vois que de son sac en bandoulière, son sac marin un petit peu, il a tiré un fusil automatique et une espèce de machette qui a l'air assez tranchante. Et du coup, par rapport à la voiture, enfin par rapport à la camionnette, on se met où ? Il est devant moi, je me mets derrière, je suis à côté, Il te fait signe de te cacher plutôt du côté du bâtiment, parce que du coup, les gens devraient arriver et te tourner le dos. D'accord. Alors que lui, tu vois qu'il dépasse le bâtiment pour se caler plutôt du côté de la rue, pour potentiellement leur barrer le passage s'ils venaient à essayer de s'enfuir avec leur véhicule. Ok. Je me mets je pense qu'il y a un espèce de renfoncement pas très loin de la camionnette, là où il m'a indiqué. Je m'y mets tranquillement avec ma main sur l'arme, mais qui ne dépasse pas de ma veste pour pas me faire remarquer dans la rue, quoi. Très vite, il y a 3 personnes. Ils surgissent d'une sortie de secours qui donne sur le hall des marins, ce bâtiment qui jouxte directement la sacristie et qui lui était relié par différents couloirs. Visiblement, ils ont traversé tout le bâtiment pour arriver jusque-là. Ils ont l'arme à la main. Dès qu'ils dépassent un petit peu l'endroit où tu es posté, tu vois les 3 hommes. Ils ont l'air particulièrement attentifs à leurs alentours. Ils se postent ici et là pour progresser jusqu'à leur camion. Est-ce qu'Harold fait quelque chose ? J'essaye d'être le plus discret possible, voire complètement dans le noir, un peu effacé, en essayant de reconnaître les gens qui sortent pour ne pas tirer. Moi, je suis pas garanti que c'est pas un de mes compagnons qui sort par là, donc Dans les faits, pour le moment, ton passage invisible n'est pas brisé. Parce que la seule personne qui t'a vu, c'est Sullivan Dane. Ok. Et c'est parce que ses capacités lui permettent de voir au travers de ton subterfuge. Mais là, pour l'instant, t'es toujours invisible à l'esprit mortel. Eh ben non, je bouge pas. Du coup, parce que s'ils me voient pas, c'est que c'est des mortels, donc je vais pas leur tirer dessus innocemment. Est-ce que Sullivan, il bouge, lui ? Alors Sullivan n'agit pas tout de suite, mais dès qu'il identifie que les 3 hommes se dirigent vers la camionnette, et qu'il s'agit probablement du coup de ses cibles, tu vois qu'il ouvre le feu, et une première salve de balles part en direction des 3 hommes. Est-ce qu'il y en a qui sont touchés et qui tombent ? Alors a priori, il y en a un qui est touché de plein fouet et qui s'effondre au milieu du bitume. Ok, et les 2 autres se cachent derrière des voitures et puis ouvrent le feu. Ouais, tout à fait. On se retrouve en pleine fusillade. Ils se planquent, ils essayent de lui tirer dessus et de se protéger le mieux qu'ils peuvent avec les véhicules alentours. Tu fais Harold. Ben, je n'agis pas, j'attends que ça se règle en fait. Enfin, en fonction de là où je me trouve, si les balles sont vers moi, je me décale à un endroit pour ne pas me prendre une balle perdue, quoi. Donc tu participes pas à l'échange de coups de feu ? Non. Très bien. Théoriquement, je suis un peu derrière eux. Oui. Donc pour pas me prendre une balle perdue, en fait, je vais continuer le long de la rue et puis essayer de me mettre le long des voitures. Comme tu participes pas à l'échange de coups de feu, il y a un des autres hommes qui est touché. A priori pas mortellement parce qu'il s'effondre, mais il continue de tirer. Et le plus massif des 3 qui étaient sortis a réussi à rejoindre la camionnette. Et il est en train de monter à l'intérieur.
Il se baisse, il se jette sur le fauteuil avant une fois qu'il a pu ouvrir la porte. Il y a quelques impacts de balles qui viennent heurter le véhicule et marquer sa carrosserie. Mais il semblerait que Suvanden n'ait pas un angle de tir parfait pour le moment pour l'abattre. Et on entend le moteur qui démarre. Eh ben, je tire dans les pneus. Très bien. Tu vas me faire un jet d'arme à feu. Dextérité plus arme à feu, ça te fait 4 dés. Tu peux faire un coup de sang si tu le souhaites. Je suis déjà à 3 enfin quand même. C'est vrai. Au bout d'un moment, je vais finir par sauter sur tout ce qui bouge. Donc, on va déjà essayer comme ça. 2 succès. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté ? On va peut-être relancer celui-là pour la peine. Alors ça fait que 2 succès. Harold tire plusieurs balles en direction du véhicule. L'une parvient à toucher le pneu et le véhicule démarre, mais il roule sur l'essieu arrière gauche et du coup la roue provoque quelques étincelles alors que le véhicule commence à se diriger vers la sortie du parking. Suvanden continue de tirer dessus. Le véhicule parvient à s'enfuir. Visiblement abîmé, donc il ira peut-être pas très loin, mais en tout cas hors de portée du chasseur de vampires qui va se ruer vers Harold et l'apostropher. Qu'est-ce que vous avez foutu ? J'ai essayé d'immobiliser le véhicule comme vous m'aviez demandé. Et vous auriez pas pu faire ça de manière plus efficace ? Vous aviez une fenêtre de tir parfaite. S'il s'enfuit, c'est de votre faute. Mais vous ne m'aviez pas identifié les personnes très distinctement, donc j'avais peur de tirer sur les mortels qui sortaient par là. Il secoue la tête, visiblement fâché de la situation. Vous n'avez pas assuré, Beckett. Vous n'avez pas assuré. Et là, tu le vois qui range son fusil automatique dans son sac marin et il commence à trottiner en direction de là où se trouvait son propre véhicule. Il a l'air de te laisser derrière. Il tourne les talons puis il s'en va, quoi. Ouais, tout à fait. Je vais le laisser partir, hein. Ouais, je vais pas lui tirer dans le dos parce que je pense que ça va se retourner contre moi. Donc, bah, surtout si tu fais un jet de tir aussi efficace. oui, c'est ça. Je pense que soyons courageux mais pas téméraires. Donc on va le laisser partir gentiment. Il me laisse tranquille. Donc voilà, je vais le laisser partir. Moi, je me suis pas impliqué dans ceux qui sont morts. Donc pour la peine, je le laisse partir gentiment. Très bien. On va revenir aux autres. Du coup, vous avez entendu des coups de feu, des rafales de balles, des échanges de tirs. Le garde qui est avec vous, il dit merde, ça pue, la sortie semble compromise. Il répond quoi à ce que je lui dis ? Protégez-nous, tu sais. C'est pas mon problème, vous avez acheté les calices, parez-vous avec, débrouillez-vous, c'est pas mon souci. Il commence à se ruer vers la porte par laquelle est parti Williams déjà plus tôt. Donc celle qui mène de l'autre côté, par là où ils sont partis, par là où se déroule en ce moment la fusillade. Et du coup, nous, on se casse avec Yes. Ida aussi, non ? C'est-à-dire, vous cassez par où ? Par l'église. Qu'est-ce que vous dites à Toshizo aussi ? Quand il passe juste à côté, je fais, on les a achetés, viens, on se casse. On en prend chacun un pour les escorter. Peut-être vérifier qu'il n'y a rien qui va nous arriver par ce côté-là. Passe devant, là. Et je murmure à Ida et Toshizo, on prononce pas de prénom, ok ? Oui, ok. Moi, je retourne quand même, j'essaye de suivre de loin, discrètement, le garde qui vient de sortir pour vérifier qu'il n'y a rien qui va nous arriver sur la tronche depuis ce côté-là. Il passe une porte, passe une autre, la première se referme, tu vois pas trop où il va. Je retourne avec les deux autres. Ok, très bien. Donc vous avez 3 personnes avec vous. Tila Woods, la jeune afro-américaine. Vous avez un homme pas très grand, peut-être 1m75, avec un petit peu d'embonpoint et une tenue qui laisse vraiment à désirer. Le type fait un peu clochard, il a vraiment un pantalon, un pull qui sont troués, salis. Et l'autre, par contre, même si ses vêtements sont sales, c'est un costume, style un petit peu représentant de commerce ou un truc du genre. Ça fait peut-être référence du coup à une des histoires que vous aviez entendues d'un représentant de commerce qui avait disparu alors qu'il faisait une escale à Gary. Oui, c'est vrai, oui, je crois qu'on l'avait déjà vu, ouais. Du coup, qui s'occupe de quelle victime ? Moi, je vais prendre celle qui a l'air le plus réceptive à ma voix, ce sera plus pratique. Celui ou celle. Celui qui a l'air de plus obéir, c'est celui en costume, celui qui a l'air d'un représentant de commerce. Moi, je voudrais quand même bien passer voir devant, être sûr qu'il n'y a pas un des invités qui seraient revenus après coup, une fois que les choses se sont calmées, en se disant que c'est peut-être une opportunité pour mettre la main sur les calices ou un truc du genre. Je pense qu'ils tiennent plus à leur vie qu'à la chance d'obtenir un calice gratuit, mais
Tout à fait. C'est certainement ça. Effectivement, quand tu devances les autres pour rejoindre l'entrée de l'église, la rue a l'air déserte. Par contre, vous entendez au loin les sirènes de police. Eh ben on se carapate. Je crie en direction des autres s'ils ont pas entendu. Ils sont tous partis, mais les flics arrivent. Ok. Du coup, on va entraîner les calices dans la rue pour s'esquiver, non? Très bien. On peut pas aller à la voiture parce que on n'a pas une voiture assez grande, non? Vous aviez pris 2 véhicules, non? Ah oui, c'est vrai qu'on avait 2 véhicules, ouais. Donc on peut les faire monter dans la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Alors Harold, par contre, n'est toujours pas là. Vous n'avez pas de nouvelles de lui. On va revenir temporairement à lui, parce que Harold, du coup, qui s'est retrouvé tout seul derrière, voit un autre homme qui sort du bâtiment, l'air totalement alarmé, l'arme au poing. Dès qu'il voit Harold, il le pointe de son arme. Et vous là Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des coups de feu, que se passe-t-il? dit Harold, un pistolet à la non, main. je l'ai rangé, je suis pas débile. L'autre, Sullivan est parti, le temps qu'il sort, je l'ai rangé, on est dans la rue quand même. D'accord, très bien. Donc t'as rangé ton arme. Mais l'autre te pointe de son arme. Et là, vous êtes qui, vous? Je suis un passant, j'ai entendu des coups de feu, je suis venu voir ce qui se passait. Vous entendez des coups de feu et vous allez voir ce qui se passe? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous le tireur? Je suis sorti après des coups de feu, est-ce que vous entendez des coups de feu? Il a l'air plutôt dubitatif. De toute façon, on peut pas laisser de témoin. Et là, il te tire dessus. L'homme appuie sur la gâchette. La balle vient pénétrer la cage thoracique de Harold. Ça lui fait 2 dégâts létaux, c'est-à-dire des dégâts normaux, ce qui est pas énorme, hein. Harold, il a 5 en santé, donc c'est-à-dire qu'il faut 5 dégâts létaux pour qu'il commence à recevoir des dégâts aggravés, c'est-à-dire des dégâts qui peuvent être incapacitants, etc. Là, concrètement, s'il avait été mortel, il aurait probablement eu un poumon perforé ou un truc comme ça, mais le fait est que là, il n'est pas mortel, c'est un descendant, et la balle est venue pénétrer sa chair en faisant quelques dégâts, mais concrètement, c'est pas une blessure mortelle. Comment réagit Harold? Du coup, je dégaine et je tire dessus. Très bien, je pensais que du coup, t'allais faire le mort. Ah non, je réponds quand même. Comme du coup tu tires ton arme pour tirer rapidement, ça va être un jet de dextérité plus arme à feu, ça te fait 4 dés. Toujours à 3 en fin. Hein. 3 succès. L'homme en face étant quand même assez proche et étant passablement surpris de te voir toujours debout alors qu'il vient de te tirer dessus. Il vient probablement de se rendre compte que tu étais un descendant. La balle le traverse et lui par contre il s'écroule au sol, portant la main à la blessure que tu viens de lui infliger et commençant à perdre sévèrement son sang. J'entends les sirènes de police qui se rapprochent ou elles sont encore très loin? Elles sont pas si loin que ça parce que Gary c'est pas très grand et l'église se trouve près du centre-ville. Par rapport à sa blessure, il est en train de mourir ou pas? Il vient de tomber à genoux, il a porté la main au niveau de la plaie, crache du sang, il s'effondre au sol, il a l'air d'avoir perdu connaissance. Où est-ce que je pourrais le cacher rapidement? Il y a des bosquets qui donnent sur les bâtiments qui sont derrière. Oui, je pense que je vais essayer rapidement de le mettre dans un bosquet parce que s'il est tombé, histoire que la police tombe pas dessus tout de suite et qu'ils aillent plus dans l'église qu'autre chose, quoi. Est-ce que tu essayes de l'éloigner pas mal quand même? Oui, le plus discret possible dans mon temps imparti, quoi. Donc tu l'attrapes par le dessous des bras. Il est quand même assez lourd et t'es pas très fort. Du coup, tu vas me faire un jet de force plus athlétisme. Ouais, c'est pas gagné. Je le laisse tout de suite. Ce qui te fait 1 dé. Est-ce que tu veux faire un coup de sang? Et je vais pas avoir le choix, j'ai l'impression, parce qu'avec un dé, je vais mettre une demi-heure à le soulever. Donc oui, je vais faire un coup de sang, oui. Donc vas-y, ça te fait 3 dés. Alors ça te fait 3 succès, très bien. Beaucoup de chance. T'as même eu un 10 qui n'a pas fait de critique, fort heureusement pour toi. Tu l'agrippes et tu commences à tirer de toutes tes forces. Par contre, tu vas me faire un jet de soif pour voir si le coup de sang a augmenté ta soif au niveau 4. Et là, si je suis au niveau 4, autant dire que je me sers sur ce qui est devant moi. Et non, tu parviens à te contrôler et malgré le sang qui coule sous tes yeux et qui quand même attise ton appétit, tu parviens à garder l'esprit clair et tu tires de toutes tes forces, forçant même sur tes muscles avec une puissance que tu n'as pas connue de ton vivant. Après 2-3 minutes, tu l'as amené jusqu'à un bosquet un peu plus loin. Le corps est à peu près camouflé et tu penses que la police devrait pas tomber dessus avant de faire une recherche un peu plus poussée du périmètre, ce qui pourrait être à ton avantage.
Est-ce que j'ai le temps de lui extraire la balle? Tu peux essayer, après t'es pas très fort en médecine, hein, c'est pas vraiment de... Je vais pas faire ça délicatement, je te cache pas. 1 point en médecine, t'as 3 en dextérité, ça te ferait 4 dés pour le faire. Je vais tenter, comme ça s'ils le trouvent, qu'il n'y a pas de balle dedans, ils peuvent peut-être pas remonter à mon arme, c'est surtout ça quoi. Est-ce que tu veux faire un coup de sang? Non, pas spécialement, si j'y arrive pas, tant pis. Vas-y dans ce cas, tu me lances 4 dés. Mauvaise nouvelle, échec bestial, tu as raté ton jet, mais en plus tu as un de tes dés de soif qui a fait un 1. Et là ce qui se passe en fait, c'est que Harold est emporté par la soif de sa bête en fait. Alors qu'il a amené le corps en sécurité et qu'il se sent lui-même un peu plus sauf, son esprit divague un petit peu et se focalise à nouveau sur le sang qui coule au niveau de l'abdomen de l'homme. En quelques instants, Harold perd pied. Il sent que la bête a terriblement faim et que c'est difficile pour elle de renoncer à un repas ainsi offert. Il plonge sur elle, il plante ses crocs dans le cou de l'homme et commence à boire. Un peu, de plus en plus. Et alors qu'il reprend ses esprits, il a vidé l'homme de tout son sang. Il passe à 0 en soif, mais il va prendre une flétrissure parce que il s'est comporté comme une bête, ce qui est contre l'un des préceptes de la chronique. Et ça fera un jet à la fin de la session pour voir si l'humanité d'Harold diminue ou pas. Par contre, il est à 0 en soif à présent, et par contre, le corps qui est à ses pieds n'a plus de sang du tout, ce qui serait très suspect pour la police. Il sera peut-être plus facile à porter, non? Il y a que 5 litres de sang dans un être humain, il en avait déjà perdu au moins un. Non, il sera pas plus facile à porter. Non, mais du coup, je le laisse là et je m'échappe le plus rapidement possible pour repartir vers la voiture et voir si mes camarades sont proches de la voiture eux aussi. Est-ce que tu utilises ton pouvoir d'occultation à présent que ta bête est parfaitement apaisée et que du coup, tu n'as plus de risque de ce côté-là? Oui, je vais essayer d'être le plus discret possible et puis surtout qu'on me remarque pas sortir du bosquet et puis voilà, qu'il y ait personne qui puisse donner un signe distinct de m'avoir vu, quoi. Très bien, donc tu vas faire un jet de soif. C'est une réussite, donc tu restes à 0. De l'autre côté, du coup, vous avez rejoint votre véhicule. Cependant, Harold n'étant pas là, il me semble qu'une des voitures était la sienne. Je t'avoue que je sais plus, moi. Donc. Je sais plus, j'ai perdu le fil là. Alors Toshizo est pas venu avec sa Cadillac, forcément. Donc oui, logiquement, si Toshizo a pas pris sa voiture et qu'on en a deux, je dirais que oui, c'est la mienne. Bah, ça pourrait être une à Ida et une à moi. Ouais, moi j'ai la voiture. On rappelle que Benjamin n'a plus de voiture, à part ma voiture. Bah si, j'ai récupéré la voiture de Toshizo, ouais. Tu as ma voiture, c'est un prêt. Oui, bah voilà. C'est un prêt, bah c'est le prêt durera aussi longtemps que celui de la Cadillac que t'as emprunté. Je crois pas, non. On peut partir du principe qu'au niveau des véhicules, Harold étant celui qui habite le plus près du centre de Gary, c'est peut-être celui qu'on est passé chercher. Oui, effectivement. On peut partir du principe que vous avez vos véhicules. Donc qu'est-ce que vous avez fait? On leur dit de monter dans la voiture. Qui monte dans quel véhicule? Est-ce qu'il y en a un qui a l'air pas loin de pas nous trahir, mais de partir C'est plutôt Tila qui a l'air sur les nerfs. Elle fait ce que vous dites, un peu à contre-cœur visiblement, et vous voyez que ça la démange de retirer son bâillon et le bandeau qu'elle a sur les yeux. Bah du coup c'est elle qu'il va falloir surveiller le plus. Moi je la surveille, puisque je peux utiliser l'intimidation, non? Ça va peut-être lui faire peur plutôt. Tu pourrais, effectivement. Ou la révérence, comme ça elle pourrait m'écouter, quoi, ce que je lui dise. À toi de voir. Je pense que révérence sera peut-être plus opportun. Benjamin prend le commercial. Très bien. Donc vous avez l'espèce de sans-abri et Tila avec vous dans le véhicule d'Ida. Les deux prisonniers sont à l'arrière avec Toshizo du coup. Et Benjamin, tu as placé sur quelle place ton prisonnier? Je vais le mettre à côté de moi. Donc, tu l'as fait rentrer à la place passager. Ouais. Comme ça c'est pour rassurer. Et du coup je dis on va vous amener en sûreté, on va vous conduire à un endroit plutôt calme. Là ça craignait un petit peu, je pense que vous avez entendu. Du coup, il a toujours un bâillon, donc il dit rien. Il peut pas répondre. Ça a l'air de le démanger d'enlever ce bâillon. Je pense que je lui retire son bâillon, juste le bâillon. Et je dis n'enlevez pas le bandeau et faites-vous discret. Merci, j'ai bien cru que j'allais finir, je sais pas comment. Ça fait des jours comme ça qu'on est prisonniers. Merci de nous sauver. Il n'y a pas de souci, on enquête sur vous pour vous retrouver depuis un moment déjà. Là, vous sentez quand même que la police commence à se rapprocher dangereusement. Est-ce que vous partez avec vos véhicules? Et ben on se casse et on se suit. Là on peut plus attendre Harold. Est-ce que vous êtes donné un point de rendez-vous
Pour l'instant, je dis à Benjamin de nous suivre en montant dans les voitures. Et, comme ça, on peut aller dans un coin plus tranquille et voir de quoi il retourne. Très bien. Moi, je mets la radio pour détendre le mec. La musique. Donc Benjamin allume la musique avec des notes de jazz qui commencent à se répandre dans la voiture. Le mec est un peu circonspect de la situation dans laquelle il se trouve tout de même. Et on va se retourner vers Harold. Le temps qu'il fasse tout le tour du bâtiment à nouveau et se retrouve dans la rue où vous étiez garé, voit les véhicules de police arriver. Il y a 3 voitures de police qui débarquent avec des policiers un petit peu dépassés qui se sentent plutôt obligés de jouer aux cow-boys, à placer leurs véhicules devant l'église comme des couvertures, à se jeter à couvert et à inspecter un peu les environs, leur arme à la main, comme si ils arrivaient alors que l'action était encore en cours. Mais bien entendu, il n'y a plus personne. Ne plane sur l'église maintenant que le silence de la mort, quelques cadavres ayant été laissés derrière vous. Celui tué par Benjamin, tout d'abord, d'une balle dans le dos. Les 2 cadavres de descendants qui ont laissé leur carcasse moisie et putréfiée en plein milieu du bâtiment. Et finalement, l'homme que Harold a vidé de son sang et qui est caché sous un bosquet un peu plus loin, qui sera peut-être trouvé ou pas et qui pourrait mener à d'autres questionnements. En tout cas, Harold se retrouve face à ce spectacle un peu risible de la police qui arrive trop tard, dans une situation pour laquelle elle aurait probablement rien pu faire de toute façon. Il vaut peut-être mieux d'ailleurs qu'elle soit arrivée trop tard, car ça épargnera quelques personnes. Harold va faire son jet de conscience du coup. Le jet de conscience, c'est le jet qu'on fait quand on a des flétrissures d'humanité. Harold étant à 7 en humanité, comme il a une seule flétrissure, ça fait qu'il a 2 dés. Il va lancer 2 dés et il faut qu'il obtienne au moins une réussite. S'il obtient au moins une réussite, ça veut dire que son personnage ressent des remords par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport au comportement qu'il a eu, par rapport à la bête qu'il a dominée, qui l'a forcé à vider cet homme de son sang. Par contre, s'il n'a pas de réussite, c'est un échec, et dans ce cas, c'est la bête qui prend le dessus. Harold ne ressentirait pas de cas de conscience, et ça deviendrait une nouvelle norme pour lui. C'est un succès. Du coup, Harold se sent très mal. Déjà, il n'avait pas prévu à la base de se retrouver à tuer quelqu'un. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas participé à cet échange de coups de feu. Il n'avait pas spécialement envie de tuer un mortel, même si c'était une goule. L'homme l'a attaqué, il s'est défendu, c'était une chose. Maintenant, quand il s'est nourri sur lui, c'est comme si quelque chose de puissant, quelque chose de violent s'était emparé de lui, et il n'a pas du tout apprécié ça. C'était vraiment une expérience traumatisante et violente, et c'est peut-être la première fois depuis qu'il est un descendant qu'il est confronté comme ça à cette violence gratuite et incontrôlable que la bête peut imposer à un descendant. Il est donc assez mal par rapport à ça, et ce sera à prendre en compte dans son roleplay dans les moments à venir.